Bon, et bah comme souvent, Interlagos nous donne des belles courses et c'est toujours un régal, de la bataille, un petit peu de drama et enfin on en a fini pour ce format sprint cette année. Il était temps. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Sao Paulo, ouais c'est pas celui du Brésil, Grand Prix de Sao Paulo 2023 de Formule 1, c'est parti. Bon, on commence par ce qui fait mal tout de suite. Évidemment, Charles Leclerc n'a même pas vu l'extinction des feux suite à un problème électronique qui a entraîné une coupure du système hydraulique sur la voiture. Globalement, vois ça comme si on te coupait la circulation sanguine dans tout ton corps, quoi. Voilà, ça fout le bordel et ça dure pas longtemps. Alors du coup, plus de direction assistée d'un coup, le volant est hyper dur, la voiture se met en mode sécurité, donc le moteur se coupe, ça bloque les roues arrière, terminé, bonsoir, bonjour le mur. Terminé. Beaucoup de malchance pour Charles Leclerc cette saison, j'ai l'impression, c'est terrible parce que il partait P2 sur la grille, il y a quand même des belles perfs de Charles. Alors après, les Ferrari ce week-end, c'était pas ça non plus, hein, quand on voit la course de Sainz notamment, même le week-end en règle générale, la sprint n'était pas folle non plus. En sprint shootout et sur la sprint, on a vu des Ferrari avoir du mal à remonter sur Tsunoda par exemple, et le dimanche, Sainz s'est fait décrocher par les McLaren et les Aston Martin, enfin en tout cas par Norris et Fernando et Stroll quand même. Pas spécialement la faute du pilote en lui-même, hein, il fait quand même une course qui est assez bonne, qui est assez solide mine de rien, c'est juste le rythme de la Ferrari qui était pas là ce week-end, malgré une bonne qualif le vendredi. Alors peut-être les températures qui ont un petit peu oscillé ce week-end, à voir ce que ça donne, il va falloir analyser ça du côté de chez Ferrari. Comme pour pas mal d'autres pilotes, Sainz a eu des problèmes d'embrayage, donc sur les deux départs ça a été un petit peu complexe pour lui. Partie P8, arrivée P6, notamment grâce à des Mercedes dans le mal, je trouve perso que ça sauve quand même les meubles, mais il pouvait pas vraiment espérer mieux. Mais c'est dommage parce que c'était l'opportunité de revenir bien comme il fallait sur les Mercedes ce dimanche et finalement ça n'a pas été le cas. Toujours 20 points d'écart, 2 courses restantes, Las Vegas et Abu Dhabi. Ça commence à être chaud pour essayer d'aller chercher cette P2 au championnat, mais il va falloir suivre ça de très près. Deuxième réaction, on va revenir sur le crash du premier départ avec le sandwich entre Magnussen, Hülkenberg et Albon. Deuxième fois qu'Hülkenberg se retrouve à la place du jambon. Vous savez que j'adore la bouffe, donc forcément on est obligé de faire quelques métaphores. Bon encore une fois, comme souvent sur les 3 de front et les sandwichs comme ça, c'est la faute à pas de chance. Très bon départ de Magnussen et d'Albon. Albon surtout, très bon départ. Magnussen ne peut pas savoir qu'il y a Albon de l'autre côté, donc il tient seulement compte de Hülkenberg et donc il ouvre naturellement sa trajectoire pour pouvoir prendre correctement le virage, essayer de croiser un peu tout le monde à l'inté. Hülkenberg, il voit le truc arriver, il freine pour tenter de s'en extirper, mais c'est trop tard. Touchette, qui a des allures un peu de Singapour 2017, histoire de rappeler quelques bases à certains tifosi. On vous embrasse, on a le cœur lourd avec vous, vous inquiétez pas. Deux voitures au tas du coup, et Hülkenberg qui a des dégâts, c'est un incident de course qui peut pas s'éviter. Il n'y a pas vraiment de faute à mettre sur un pilote dans ce cas précis. Celui qui a le plus d'informations sur la situation et qui peut faire quelque chose, c'est Hülkenberg. Il a bien réagi en conséquence. Malheureusement là, il pouvait pas vraiment faire mieux, quoi. Alors dans l'histoire, le pneu d'Albon rebondit sur la piste, se fait entraîner par une des roues d'Hülkenberg si je dis pas de bêtises, pour se faire repropulser dans les airs pour atterrir sur l'aile arrière de Ricciardo et la casser. Ah ouais, non, c'est possible. Alors, en vrai, on dirait pas comme ça, juste le pneu d'une F1 déjanté, hein. Vu que c'est du caoutchouc, on se dit, c'est pas dur, hein, c'est élastique, ça peut pas faire mal. Quand même, vu la gueule de l'aileron arrière de Ricciardo, il était pas joli quand il est rentré au stand, hein. Pour faire vite, le montant vertical gauche, il est éclaté, probablement que le flap supérieur est craqué, tout comme le plan principal, je pense, de l'aile. Bref, l'aile globale, elle est compromise. Prendre 300, c'est prendre le risque d'arracher le tout et de partir en toupie en touchant les freins pour prendre le virage. Donc, non, l'aileron, il était éclaté, quoi. Alors, relou tout ça parce que Haas était meilleur des autres sur la grille et pouvait prétendre à quelques points hyper importants pour le championnat et tenter de recoller à Alfa Romeo pour la P9 du championnat. Voilà, vraiment, c'est qui aura le bonnet d'âne en fin d'année? On sait pas encore, finalement, que dalle pour Haas. Bon alors, cette histoire, ça me fait dériver une nouvelle fois sur le carton qui a animé tous les réseaux sociaux samedi, celui entre Ocon et Alonso, où le point de vue d'Alonso est le plus juste, j'allais dire. Mauvais endroit, mauvais moment pour les deux, c'est parfaitement résumé. Ocon est en tour chrono, il corrige l'arrière pour rattraper son survirage en sortie du T2, et du coup, ça le décale sur Alonso qui voulait pas être trop loin de la trajectoire parce que, il y a des marbles à l'extérieur et tu vas salir tes pneus, donc
chiantos quand même. Et 2, généralement à cet endroit, c'est assez safe en termes d'erreur, donc pas besoin d'aller dans les tribunes pour laisser passer une voiture, quoi. Tu vois, le truc, tout est à peu près normal. Alors je comprends la frustration d'Esteban de se dire, mais qu'est-ce qu'il fout là? Je suis en attaque, même si je perds un peu la voiture et que je la rattrape, j'ai pas la place de passer, et donc bah, mon tour il est pas fini, et je me placarde quand même dans le mur, donc c'est relou, quoi. Je pense que c'est surtout dans ce sens-là qu'il faut interpréter sa radio, plus que de dire que c'est Alonso qui a fait une erreur et qui a tourné dessus, machin, etc. C'est juste genre, merde, qu'est-ce qu'il fout là? Il est pas au bon endroit, au bon moment, quoi. A noter que quelques secondes avant, Piastri fait la même correction d'ailleurs, un poil moins violent il me semble, mais ça l'empêche pas de terminer son tour et de faire un chrono, donc bon, ça peut arriver ce genre de survirage à cet endroit-là. Mauvais endroit, Alonso est assez normalement proche de la trajectoire, il fait bien le taf pour laisser la place. Mauvais moment, Ocon se prend un survirage qu'il corrige et qu'il le décale vers Alonso. Il y a incident de course, rien de plus. Honnêtement, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à personne. Troisième réaction, bon bah les Fast Five passent et se ressemblent, j'ai l'impression de parler tout le temps de Tsunoda dernièrement, mais bon, vu la course qu'il fait, comment je peux passer à côté encore une fois? Et cette fois-ci, c'est dans le bon sens, putain. Bon alors, la qualif, le vendredi, pas ouf pour les AlphaTauri en règle générale. Par contre, quand j'étais à Bahreïn pour le WEC, là, j'ai jeté un œil sur la sprint quand même, tu vois, entre deux Porsche qui passaient là. Et qu'est-ce que je vois pas? Tsunoda qui est en train de rentrer Lewis Hamilton, rien que ça, et Ricciardo qui se bat avec une McLaren. Excusez-moi, on est en quelle année là? C'est quoi ce My Team d'AlphaTauri, s'il vous plaît? J'aimerais comprendre. Bon alors, ça marque quand même des points sur la sprint, ce qui reste un véritable exploit, parce qu'il n'y a que les 8 premiers qui marquent des points déjà, donc c'est pas facile, vu le field qu'il y a devant. Mais ça allait être forcément un peu plus difficile pour le Grand Prix, puisque bah, ça partait d'un petit peu plus loin pour les AlphaTauri, vu la qualif. Bon alors, problème pour Ricciardo au départ, ça on l'a vu, qui devait forcément déboucher sur un abandon si on n'avait pas eu de drapeau rouge, à moitié sauvé du coup par ce drapeau rouge, hein. Le seul problème, c'est que le peloton fait un tour de plus sous safety car, et donc bah, ça le descend à un tour de tout le monde, donc la course allait être difficile quoi qu'il arrive pour Daniel Ricciardo. Avoir une petite règle pour faire revenir tous les retardataires dans le tour du leader lors d'un drapeau rouge, ça fait un peu divertissement à l'américaine, un peu NASCAR, tu vois, mais j'avoue que je serais pas contre non plus, parce que ça permet de voilà, redonner une chance un petit peu à tout le monde, et ouais, c'est vraiment pour le spectacle là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, Tsunoda fait son petit bout de chemin, un petit peu tout seul, j'allais dire entre guillemets, il arrive un petit peu à jouer avec l'Alpine de Gasly à un moment donné, mais il est pas trop mal en rythme de course, malgré des problèmes sur la voiture qu'il n'a pas voulu détailler en interview. P9 à l'arrivée, ça aurait pu peut-être maximiser encore un peu plus la stratégie, je pense, après peut-être pas, hein. Il fait son dernier arrêt vraiment tard, peut-être qu'avoir un relais plus long sur les softs en fin de course aurait pu le rapprocher un petit peu de Lewis Hamilton, mais il faut aussi en prendre en compte tout ce qui est trafic, etc., tenter d'assurer un minimum les précieux points que tu es en train de marquer. Donc après une faute assez stupide au Mexique, Tsunoda est assez décisif pour AlphaTauri quand Ricciardo est pas présent pour X ou Y raison, hein, évidemment, pour faire le boulot avec lui sur la course. Ça creuse l'écart quand même avec As pour se mettre un petit peu à l'abri. Et vu le rythme de l'AlphaTauri là sur ses dernières courses, 7 points sur 2 courses pour aller chercher la Williams, c'est pas impossible. Ça va être difficile, mais c'est pas impossible que ça puisse se passer. Si tout peut se passer à Las Vegas, ça peut être incroyable. Bon, et bah là, faut qu'on parle du naufrage Mercedes. Je suis désolé, mais je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. C'est terrible, hein. La voiture bouffe ses pneus, c'était garé en vitesse de pointe, mais il y avait 0 vitesse de pointe, c'est incroyable. Bref, il n'y a pas grand chose qu'à aller, à part les pilotes qui étaient quand même pas mal et qui se donnaient dans la voiture. En début de relais, c'était bon. Franchement, le rythme était cool, mais ça tombait très vite. Ça surchauffait pas mal les pneus, et avec le format sprint, forcément, tu peux pas maximiser ton réglage. Donc ça peut arriver que ta voiture soit pas mal en qualif, par exemple, mais beaucoup moins bien en course. Je sais que chez Alpine et Gasly, ils ont fait le compromis de sacrifier un peu la qualif au détriment, pour justement avoir un meilleur rythme de course. Alors ça s'est chamaillé un peu en interne pour savoir ce que l'on faisait des Mercedes qui étaient à un moment donné un peu seuls au monde dans ce Grand Prix. Est-ce qu'on travaille ensemble? Oui, non, we are still discussing, on dirait Ferrari. Je trouve ça juste dingue et inhabituel que chez Mercedes, on n'ait pas de plan automatique pour savoir comment bosser ensemble, qui est avantagé, pourquoi, et mettre surtout l'ego des pilotes de côté. On a l'impression qu'ils ont des boulards comme ça les deux là, mais c'est fou, c'est fou. Et pourtant Russell, il est demandeur d'ailleurs de essayer de travailler ensemble. C'est toujours lui qui vient à la radio pour dire est-ce qu'on se bat ou est-ce qu'on travaille ensemble les gars, faut choisir le truc. Alors justement, Russell, il avait l'air un petit peu plus rapide, mais merci le DRS, j'ai envie de te dire, et donc pas assez rapide pour dépasser son coéquipier à la régulière. Donc Russell, il a un petit peu surchauffé ses gommes et aussi son moteur pour finalement abandonner. On est en fin de saison, c'est normal qu'il y ait un petit peu plus de casse qu'en début. Aucun des deux pilotes ne joue le titre, à part Hamilton qui joue peut-être la P2 face à Perez,
et l'équipe qui joue la P2 face à Ferrari, le calcul il doit être fait avant la course de comment on maximise le résultat pour l'équipe, puis pour Hamilton si on peut. Et bah là non, quand les deux doivent travailler, on sait pas. Alors intrinsèquement, vu la perf de Mercedes, ça n'aurait pas changé grand chose je pense, mais dans l'intention, dans la posture de l'équipe, je suis désolé mais on ne reconnaît pas cette équipe qui a dominé la F1 il y a quelques années. Là vraiment, dans l'intention c'est ça qui me dérange. Le résultat il peut être mauvais ou quoi que ce soit, c'est pas grave, mais dans l'intention ça fonctionne pas. Et ça va pas. Alors à titre de comparaison, chez Alpine, pour une fois, on a bien géré cette situation des deux voitures en piste. Ça fait plaisir, enfin, enfin. Bon, on passe au clou du spectacle, l'insolence d'un Espagnol de plus de 40 piges qui résiste à la meilleure voiture du peloton quand même. Ouais. Alonso a donné une leçon de pilotage et d'intelligence de course à toute la planète hier. Il le fait une fois de temps en temps en saison. Alors bon, déjà l'Aston, elle était rapide, aussi surprenant que ça l'était. Bah, c'est quand même confirmé par le très bon week-end de Lance Stroll, qu'il faut souligner en règle générale. Maintenant, Alonso, dès le début de la course, il a vu que la bataille ne serait pas devant avec la McLaren malheureusement, donc fallait surveiller qui remontait derrière et se préparer pour la fin de course et être au mieux. Alors du coup, fallait allonger le premier relais pour se ménager une plus grande fenêtre possible d'arrêt au stand pour le deuxième arrêt et donc couvrir une potentielle menace pour la fin de course qui allait revenir sur toi. Parfait, c'est exactement ce qui s'est passé. Pérez fait son arrêt au stand tour 47 et Alonso couvre l'arrêt du Mexicain un tour plus tard et après, faut que ça se règle en piste tout simplement. Leçon de positionnement de la part d'Alonso. Alors au début, on pouvait se dire mais qu'est-ce qu'il fout le gars, il est en train de louper toutes ses cordes, il fait n'importe quoi. Et bah non, il se positionnait pour faire de meilleures réaccélérations le plus droit possible et le tout en short shiftant pour la motricité, c'est-à-dire en passant des rapports assez tôt, comme ça il y avait de la motricité et aussi pour moins martyriser ses pneus mine de rien. Alors Alonso il était intouchable dans la ligne droite des stands et quasiment intouchable dans l'arrêt opposta, donc après le troisième virage. Pérez avait beau revenir comme un ouf dans le secteur 2, la pilule qu'il prenait en sortie de dernier virage mettait Alonso à l'abri de toute attaque ou même de toute intimidation. Alonso il n'était même pas obligé de défendre. Alors Pérez a été proche une fois pour faire l'extérieur sur Alonso T1, mais ça a été très bien défendu de la part de l'Espagnol. Après ça, les pneus avaient l'air de surchauffer assez vite du fait de suivre une autre voiture de près. Ça c'est un phénomène qui est tout à fait normal. Dernière grosse attaque de Pérez qui passe dans un trou de souris, c'était magnifique à l'intérieur au premier virage, mais il a du mal à faire l'écart tout de suite en fait, et ça a failli s'accrocher d'ailleurs à grande vitesse dans le virage 5. Là il y avait Alonso à l'inté. C'est pas passé loin, il a beaucoup monté sur le bord là, ouf, ça a été chaud. L'attaque d'Alonso pour reprendre la P3 est un cas d'école exécuté à la perfection. Il revient vite sur Pérez, tellement vite qu'Alonso suit bien Pérez qui se décale légèrement à l'intérieur pour tenter de protéger un petit peu, et là frein ultra tardif, magistral, bien droit pour arrêter la voiture et surtout pour croiser la trajectoire dans tous les S de Senna pour ressortir comme une fusée derrière pour la reta opposta et passer Pérez avant le virage 4. Magnifique. Vraiment, l'attaque, elle est parfaitement construite, elle est réfléchie, elle est intelligente. Il n'y a aucune précipitation, c'est propre, c'est incisif. Honnêtement, on adore voir ça. Du côté de Pérez, là où on voit une différence sur de la bataille rapprochée, c'est sur, en fait, finalement, sa construction. Pérez, il est peut-être plus dans ce que l'on appellerait de la réaction à une situation ou de l'improvisation, même si le terme, il est vraiment vulgaire, tu vois, plutôt que dans de la construction. Alors, probablement que la voiture, la RB19, ne l'aide pas, vu qu'il doit réfléchir à comment bien la piloter. C'est toujours ça de moins de disponible entre guillemets pour réfléchir à une construction d'une manœuvre où tu pilotes instinctivement ta voiture. Alors le spectacle, il est néanmoins absolument magnifique. Un grand attaquant a aussi besoin d'un grand défenseur et on avait les deux ce dimanche, c'était sublime. Alors beaucoup de points quand même pour Aston Martin sur ce Grand Prix, mais ça va être assez chaud sur deux courses encore une fois de récupérer 20 points. Après encore une fois, rien n'est impossible tant que mathématiquement c'est possible. Las Vegas, ça peut être un Grand Prix absolument fou comme ça peut être un Grand Prix chiantos de ouf. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à compléter avec vos réactions dans les commentaires. On se retrouve mercredi pour parler d'une affaire haute en couleur qui concerne un Brésilien justement. Et vendredi pour un vlog sur les 8 heures de Bahreïn auquel j'ai assisté. C'était phénoménal, vraiment j'ai trop hâte que vous le voyez. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.